Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité et toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le récap épisode 37, c'est parti. Alerta, alerta, les nazillons marcheront encore une fois sur Paris ce week-end. Souvenez-vous, l'année dernière, ça donnait ça. Tout de noir vêtu, visage masqué ou cagoulé, et brandissant des drapeaux avec la croix celtique, plus de 800 manifestants d'ultra-droite sont réunis dans les rues de Paris et scandent en chœur le slogan du GUD. Eux, c'est le comité du 9 mai, le C9M pour les intimes. Tous les ans, ils se réunissent avec tout ce qui se fait de pire en matière de groupuscules néofascistes et autres nervis d'extrême droite. Autrement dit, c'est... une marche des fachos en fait, une marche de putain de racistes. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te mettre devant moi, ça va rien changer. Vous êtes des sales fachos, des sales putains de racistes de merde en fait. C'est tout. Des sales putains de fachos en fait. Et je marche, je suis en France, c'est mon pays. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, c'est pareil. Ah là là, quelle reine quand même. Revenons à nos nazillons. Chaque année, le comité du 9 mai rend hommage à Sébastien Desieux, un militant de l'œuvre française, un groupe pétainiste et antisémite. Il est mort en tombant d'un toit le 7 mai 1994, alors qu'il essayait d'échapper aux forces de l'ordre dans le cadre d'une manifestation organisée par l'extrême droite contre l'impérialisme américain. C'est à la suite de sa mort que se crée le comité du 9 mai, à l'initiative du GUD et de la jeunesse du Front National. Leur premier fait d'armes ? Avoir tenté d'envahir l'appartement du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. Finalement, ils échouent et décident de se rabattre sur les locaux de Fun Radio qu'ils prennent d'assaut, armes au poing. Pour la petite histoire, c'est Marine Le Pen en personne qui assurera leur défense devant la justice. À cette époque, on était bien loin de la stratégie de dédiabolisation. Désormais, l'héritière Le Pen essaye de prendre ses distances, du moins en public, avec ses groupes d'ultra-droite, pour reprendre le vocable policier, mais les intrications restent intenses entre eux et le parti. Le GUD, par exemple, le groupe d'Union Défense, ses militants sont appelés les rats noirs et leur emblème, c'est la croix celtique, que l'on retrouve en masse sur les drapeaux déployés à la manif du comité du 9 mai. Au départ, syndicat étudiant de la faculté de Paris-Assas, c'est un groupuscule ultra-violent qui existe depuis 1968, plus ou moins activement. Les rats noirs sont responsables de nombreuses agressions racistes, homophobes, transphobes ou encore vis-à-vis de militants de gauche. En tant que Nantaise, je me dois d'avoir une pensée pour Erwan et Steven, deux jeunes victimes d'une expédition punitive menée par des proches du GUD le soir de l'élection présidentielle de 2017. Attaqués à coups de barres de fer et de tessons de bouteilles, ils ont été laissés pour morts après avoir été passés à tabac. Officiellement, le GUD a été dissous l'année dernière par Darmanin, mais on le sait, si la structure disparaît, les militants restent et se réinventent quasiment aussitôt. D'anciennes figures du GUD se retrouvent dans l'entourage de Marine Le Pen, comme les anciens cadres Frédéric Chatillon ou Axel Lousteau, régulièrement prestataires du parti d'extrême droite. Lors des dernières législatives, un très proche du GUD a d'ailleurs été investi comme suppléant dans la 2e circonscription de Paris pour le compte du Rassemblement national. En 2023, Laurent Nunez, le préfet de Paris, avait déclenché un tollé en déclarant qu'il ne comptait pas interdire la manifestation du comité du 9 mai, au motif que les précédentes éditions n'avaient pas causé de troubles à l'ordre public. On rappelle qu'à l'époque du Covid, les casserolades de citoyens étaient considérées comme un trouble à l'ordre public. Le défilé nazi, en revanche, ça passe crème. La polémique a tellement enflé que Darmanin a fini par trancher en faveur de l'interdiction. L'année dernière, si la préfecture a interdit la manif dès le début, c'est la justice qui a finalement acté l'autorisation de défiler au titre du droit de manifester. Cette année, la question de l'interdiction est encore centrale. 2 manifestations sont déclarées à la préfecture de Paris pour le samedi 10 mai, celle de l'extrême droite donc, et en réponse, une manifestation antifasciste et antiraciste. Craignant des affrontements entre des militants aux opinions antagonistes, je cite, Laurent Nunez a décidé d'engager des démarches pour interdire les 2 cortèges. À l'heure de ce récap, les interdictions n'ont pas été officiellement formulées. Des consignes ont toutefois été diffusées, notamment à destination de l'extrême droite, excitent les tenues marginales. Les organisateurs conseillent des tenues casual. Pareil pour les goodies, pas
question de ramener ses drapeaux perso ou tout autre attirail, on s'en tient à ce que diffusent leurs gars. Le truc un peu compliqué à gérer, c'est les tatouages nazis. Ça va être un peu juste pour le laser niveau timing. Comme à leur habitude, les nazillons ont plutôt bien géré la propagande, on se refait pas. Dans les grandes villes, les affiches annonçant la petite sauterie du week-end ont fleuri un peu partout. On peut s'attendre à ce que la mobilisation soit importante et pas seulement conscrite à la région parisienne. L'année dernière, pour les 30 ans de la mort de Desieux, on comptait environ 500 participants dans le cortège. Un record pour eux. Dans le cortège du comité du 9 mai, l'année dernière, on retrouvait notamment Stanislas Laugier, le fils de Louis Laugier, le directeur général de la police nationale depuis octobre 2024, nommé en grande pompe par Retailleau. Le chérubin est notamment le cofondateur de la Ligue ligérienne, selon une info de Street Press, une association qui s'inscrit dans la mouvance des groupes nationaux révolutionnaires ou néofascistes. Il semble d'ailleurs avoir repris les activités du Bastion Social, un collectif néofasciste dissous en 2019, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Nos confrères de Street Press assurent que le groupe nantais, mené par le fils du DGPN, se fait un malin plaisir à braver les interdictions de l'État. Pour la petite histoire, Stanislas Laugier est aussi marié à une multiple candidate RN locale. Papa dirige la police, le fiston dirige les FAF et sa compagne fait campagne pour le RN. Une vraie start-up familiale. Mais pas d'inquiétude, tout est sous contrôle et très indépendant. D'ailleurs, le préfet Nunez nous l'avait bien assuré en 2023 sur BFM. Il se fâche tout rouge quand on soupçonne une quelconque complaisance avec l'extrême droite. D'abord, c'est totalement faux, c'est absolument inacceptable à mes yeux. Enfin, ce genre de propos est totalement inacceptable. Enfin, j'ai été directeur général de la sécurité intérieure, j'ai été coordonnateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste et je suis aujourd'hui préfet de police. Depuis 2017, la détermination des pouvoirs publics et l'action que j'ai menée, évidemment, sous cette autorité du pouvoir politique, elle a frappé très dur contre l'ultra-droite. Je veux vous rappeler que depuis 2017, nous avons plus d'une dizaine de dossiers qui ont été ouverts et qui sont gérés par le parquet national de l'antiterrorisme au titre du terrorisme. Nous avons dissous plusieurs structures d'ultra-droite. Donc il est faux de dire que nous faisons preuve de clémence, de complicité face à l'ultra-droite. C'est complètement faux. On rappelle qu'il y a quelques semaines, après l'attaque au couteau d'un commando de néo-nazis lors d'une conférence antifasciste à Paris, Retailleau avait renvoyé dos à dos le fascisme, le nazisme, l'extrême droite et l'ultra-gauche. Il ferait bien de commencer par faire le ménage dans ses unités de police. Le ministre de l'Intérieur préfère utiliser son pouvoir pour menacer de dissolution la Jeune Garde, une organisation antifasciste, sur ordre direct du RN. Son cofondateur et désormais député, Raphaël Arnaud, a interpellé Bruno Retailleau hier dans l'hémicycle. On l'écoute. La dernière fois que j'ai interpellé le gouvernement, c'était au sujet d'une trentaine de fascistes qui agressaient au couteau un syndicaliste au cri de Paris est nazi. Monsieur Retailleau n'arrivait pas à condamner ces violences. Comble du sort, vous souhaitez justement dissoudre la Jeune Garde sous ordre direct du RN parce que nous avons osé repousser des attaques du même type. Le RN, pourtant le seul parti à être lié au moins 3 affaires de terrorisme, le seul qui contient des députés là, juste en face de nous, condamnés pour violence à l'arme à feu. Des violences qui n'ont donc manifestement pas l'air d'affoler ce cher ministre de l'Intérieur lorsqu'elles viennent de l'extrême droite, surtout si elles touchent des musulmans. Alors oui, contrairement à Macron et votre gouvernement, pour nous, le barrage il est concret. La Jeune Garde dérange, et a raison. Voici son bilan, fruit d'un travail unitaire. Près d'une dizaine de locaux néo-nazis fermés à Lille, à Strasbourg ou encore à Lyon. Une circonscription reprise au RN dans le Vaucluse. Dans le même temps, et en plein génocide, vous annoncez la procédure de dissolution d'urgence Palestine. Évidemment, pour faire taire toutes les voix de la justice et de la paix. Massacrer, effacer, détruire toute existence politique et humaine d'un peuple, ça s'appelle comment ? J'ai grandi dans un pays où l'on rendait hommage à ceux qui se battaient pour les droits humains et contre les génocides. J'ai grandi dans un pays où les antifascistes comme Méliné et Missak Manouchian reposent au Panthéon. Mais nous n'attendons rien de votre part. Nos médailles, c'est le peuple et ses résistances. À commencer ici par notre présence sur ces bancs, à vous affronter devant la France entière. Vous êtes d'une brutalité sans nom et vous réglez tous vos problèmes ainsi. Chez nous persiste la dignité et la solidarité. Lorsque des milices néo-nazis attaquent dans nos rues, on se défend. Lorsque votre gouvernement soutient la politique génocidaire de Netanyahou, on se défend. Lorsque votre gouvernement, aux ordres du RN, veut dissoudre nos organisations, on se défend. Oui, à votre plus grand malheur, antifascistes, de la rue jusqu'à l'Assemblée. Comme les soulèvements de la terre, nous gagnerons. Le gouvernement Bayrou osera-t-il redissoudre Urgence Palestine, une organisation d'un député d'opposition ?
Voilà la seule issue face à la montée du fascisme et des idées de l'extrême droite, se défendre, refuser de plier, bloquer leur progression partout où ils tentent de grappiller du terrain, les dénoncer, les isoler, les affaiblir, sans relâche. Ne pas se laisser bercer par leurs discours lissés, leurs costards repassés, leurs appels au débat. Derrière la vitrine, c'est toujours la même haine, la même violence, la même envie de briser les droits, les corps et les libertés. Se défendre, c'est refuser la résignation, c'est s'organiser, riposter, protéger. C'est dire vous n'aurez ni nos vies, ni nos voix, ni nos rues. Jamais. Parce qu'au bout du compte, face au fascisme, il n'y a que deux camps. Ceux qui résistent et ceux qui se laissent faire. Et nous, on a choisi. Le front antifasciste doit se tenir uni parce que le fascisme, lui, ne se divise jamais. Chaque attaque, chaque avancée des idées réactionnaires, chaque poussée de la haine nous montre que l'unité est notre seule arme véritable. Ne baissons jamais les yeux, assumons avec courage notre antifascisme. Siamo tutti, antifascisti. Hier soir, à Paris, se tenait un meeting en soutien à l'association Urgence Palestine et au groupe antifasciste La Jeune Garde, menacé de dissolution par le ministre de l'Intérieur Retailleau. Les prises de parole se sont enchaînées, rappelant l'importance de l'existence de ces deux structures dans le contexte politique actuel. Ce matin, mes collègues de la contre-matinale recevaient Raphaël Arnaud, le député LFI et porte-parole de La Jeune Garde, qui est revenu sur ces menaces de dissolution. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des valeurs aujourd'hui dans une société où les antiracistes seraient traités de racistes et les antifascistes seraient traités de fascistes. C'est plus ou moins ce qu'il a répondu hier d'ailleurs lors de ma question. Et on serait accusé d'une prétendue violence. Je rappelais hier précisément sur ces bancs qu'on a quand même une organisation comme le RN qui est liée à au moins 3 affaires de terrorisme dans notre pays. C'est le seul parti à être lié à des affaires de terrorisme. Un parti dans lequel il y a des députés qui siègent alors qu'ils ont été condamnés pour violence avec arme à feu. Enfin, je veux dire, on est dans des... c'est le monde à l'envers, tout est disproportionné et quand même dans les motifs de cette dissolution, on a des choses complètement loufoques. Vous savez, je m'étais fait attaquer par des militants néo-nazis, notamment des OFF Paris à la gare de Lyon. Vidéo d'ailleurs à l'époque qui avait pas mal circulé parce que par derrière, il y en avait un qui m'avait mis un coup de canne, du coup je saignais de l'arcade. Bon. Et ils ont utilisé cette vidéo pour dire le fait que je me montre avec l'arcade ouverte en expliquant ce qui s'était passé, c'est-à-dire m'étant fait attaquer par des militants néo-nazis, ça pouvait inciter d'autres à la violence. On poursuit avec l'actualité du jour, racontée et mise en image par Lydia Ménez. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, relance le débat autour de la reconnaissance faciale. Utiliser la reconnaissance faciale pour lutter contre l'insécurité, c'est la dernière trouvaille de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Interviewé par le média Légende, le garde des Sceaux suggère d'utiliser cet outil et cite les exemples de Dubaï et de Singapour qui utilisent cette technologie dans les aéroports notamment. C'est-à-dire que si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Qu'on n'a pas aujourd'hui? Non, on l'a pas. Si on l'a eu pour les JO, non? Non, j'ai mis en place l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait la même chose que la reconnaissance faciale. Et j'ai mis beaucoup de temps. Le Parlement me l'a refusé. Première fois, je suis retourné. Pourquoi on l'avait pas? Parce qu'il y a en France une paranoïa sur la technologie, les libertés publiques, la question des fichiers, voilà. Cette proposition a rapidement fait réagir, notamment Claire Hédon, la défenseure des droits, qui a dénoncé un risque d'atteinte aux libertés, mais aussi d'erreur au micro de France Info. On passe désormais à l'actualité internationale. Emmanuel Macron reçoit le nouveau président syrien. Pour sa première visite en Europe depuis qu'il a pris le pouvoir après la chute de Bachar al-Assad, le président syrien, Ahmed al-Shara, sera reçu à Paris mercredi 7 mai par Emmanuel Macron. Le président français redira le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Emmanuel Macron a vivement été critiqué par la droite et l'extrême droite pour l'invitation faite à cet homme au passé djihadiste. Stupeur et consternation, a réagi la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, décrivant le président syrien comme un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda et dénonçant à l'Assemblée nationale mardi une provocation du chef de l'État. Une lourde erreur, a renchéri le chef des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez. Mais la présidence française a balayé toute naïveté, assurant connaître le passé de certains dirigeants syriens et exiger qu'il n'y ait pas de complaisance avec les mouvements terroristes. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan s'accentuent. Escalade des tensions entre le Pakistan et l'Inde. Les deux pays se sont violemment bombardés mercredi, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. C'est la confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis 2 décennies.
Depuis l'attentat qui a fait 26 morts, pour l'essentiel des civils hindous, dans le Cachemire indien le 22 avril, l'Inde et le Pakistan sont à nouveau en état de guerre. New Delhi tient Islamabad pour responsable de cette attaque jamais revendiquée et la police indienne assure que certains des assaillants sont liés au mouvement djihadiste Lashkar-e-Taiba basé au Pakistan. Le Pakistan nie toute implication. Voisins et surtout rivaux, l'Inde et le Pakistan entretiennent depuis leur indépendance en 1947 des relations conflictuelles rythmées par plusieurs guerres et des périodes de vives tensions. Au cœur du conflit, la région du Cachemire, revendiquée par les deux pays. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7 pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.